Les termites, vus de l'extérieur et de l'intérieur. À ce jour, on dénombre déjà plus de 2600 espèces de termites. Les termites sont de prodigieux bâtisseurs et moissonneurs. Ils maîtrisent aussi à merveille la culture des champignons. Leur système de reproduction est extrêmement efficace. Pris au piège. Les termites ont de redoutables ennemis. Parfois, ils sont tués sur le coup. Mais surtout, les termites modifient leur environnement. En Afrique de l'Est, les termitières sont si nombreuses dans la savane qu'elles semblent banales. Mais en plongeant au cœur de ces monticules, on découvre les secrets de cette vie dans l'ombre et sur les édifices fascinants construits par ses habitants. Ces insectes toujours en mouvement sont dépourvus d'yeux. Ceux qui les étudient tombent sous le charme de leur ingéniosité. Les termites jouent un rôle crucial pour notre planète. Toutefois, l'étude des termites est parfois frustrante. Ils ne sont pas du tout coopératifs et ne se laissent pas distraire de leurs activités. Deux chercheurs se sont lancés un défi, filmer l'intérieur de la chambre de la reine, sans perturber la colonie. Leur objectif est d'élucider le grand mystère qui entoure les termites. Les biologistes Joe Darlington et Reinhard Leutold ne songent pas une minute à prendre leur retraite. Beaucoup de découvertes restent à faire sur les termites, même pour eux qui sont des spécialistes reconnus de ces insectes. On ne peut jamais être sûr. Mais si, on est sûr quand ils sont en vie, mais on ne sait jamais s'ils sont vraiment morts. Les deux biologistes se chamaillent pour des détails. Mais tous deux sont convaincus que les termites jouent un rôle majeur pour l'enrichissement des sols partout où ils vivent. Dans cet écosystème, les termites se chargent du recyclage des débris végétaux. Le sol est quasiment calciné par le soleil. Les bactéries et les champignons ne peuvent pas se développer sur cette surface. Les termites fertilisent la terre, une tâche difficile. Mais les chercheurs n'emmènent pas large non plus. C'est très difficile d'étudier les termites, car ils fuient la lumière. On passe son temps à courir après eux. L'étude des termites ressemble à l'archéologie. Mise au jour de cités enfouies, étude de sites abandonnés depuis longtemps. Aussitôt qu'une termitière est éventrée, les termites disparaissent, comme s'ils n'avaient jamais vécu à l'intérieur. Une infime partie des termites ne quitte pas les lieux. Ils sont assignés à la protection de l'individu le plus important de la termitière, la reine, qui ne peut se déplacer. Le défi consiste à observer ce groupe sans détruire la cavité où il loge. C'est le lieu le plus secret de la termitière, la chambre de la reine. La reine est une machine à pondre. Elle engendre les millions de termites qui peuplent une termitière. Son fonctionnement ressemble à celui d'un superorganisme. La plus infime brèche dans la termitière est aussitôt colmatée par les ouvriers. Les termites s'alarment à la moindre variation de température et du taux d'humidité ou à l'apparition de lumière. Mais même dans l'urgence, elles ne se désorganisent jamais. En cette région sèche, les ouvriers disposent en permanence de réserves d'eau pour produire du mortier à tout moment. Les soldats, équipés de redoutables mâchoires, surveillent les entrées et attaquent tout intrus qui s'aventure dans la termitière. Les chercheurs disposent seulement de quelques minutes pour jeter un regard à l'intérieur de ce superorganisme. Pas au cœur, mais dans les entrailles, dans la maternité de la colonie.
Dans un grand nombre de pays, les habitants craignent et éradiquent les termites. Ces insectes vivent souvent près des humains sans que quiconque s'en aperçoive. Seuls les pros sont capables de les localiser. Ils rampent sous les maisons pour sonder les coins les plus difficiles d'accès. Ils sont là. Même conclusion à l'intérieur de la maison. Si on perçait un trou dans les solives, le propriétaire subirait le choc de sa vie. Pour les petits insectes aveugles, une maison en bois n'est pas un logement, mais un self-service. Et ils se servent sans retenue. Que sont les termites? Bien qu'on les appelle aussi fourmis blanches, ce ne sont pas des fourmis. Les fourmis sont apparues à peu près à la même époque que les termites. Les deux espèces sont des insectes sociaux. La plupart des fourmis sont omnivores. Elles dévorent un grand nombre d'insectes. Les fourmis descendent des guêpes, alors que les termites appartiennent à la superfamille des blattes. Et ils sont uniquement végétariens. Ce sont les seuls insectes capables de digérer le bois. C'est le secret de leur formidable prolifération. Mais les termites ne sont pas uniquement des insectes nuisibles. Le tomographe nous plonge à l'intérieur même d'un termite de bois sec. Son tube digestif est conçu pour assimiler la cellulose et la lignine, qui composent les cellules végétales. Les fragments de bois grignotés par un termite sont ramollis puis réduits en particules minuscules. Ce processus a lieu dans un corps pas plus long qu'1 millimètre. Retour dans les entrailles du termite. Les fibres sont acheminées via le tube digestif dans une sorte de panse grouillant de micro-organismes appelés protozoaires flagellés. Ce sont les protozoaires qui digèrent la cellulose. Ces micro-organismes représentent le tiers du poids d'un termite. Sans ces hôtes dans leur tube digestif, les termites mourraient de faim. Les protozoaires flagellés fournissent ainsi la nourriture de base à leurs hôtes. Des boulettes microscopiques d'excréments tapissent l'extrémité du tube digestif du termite. Une famille peut vivre de longues années dans sa maison sans se douter que l'assaut des termites a débuté depuis longtemps. Pourtant, les indices microscopiques ne manquent pas. Le grincement de la porte d'entrée peut être la conséquence de leur présence. Au Kenya, les termitières font partie intégrante du paysage. Les paysans respectent leurs monticules aux formes étranges. Ils les protègent même quand ils se dressent au milieu de leurs champs. De temps à autre, la charrue éventre un tunnel construit par les insectes. Les tunnels forment un vaste réseau tout autour de la termitière. Ce jeune termite est presque adulte. Il s'apprête à quitter la colonie pour fonder la sienne. Les termites vivent sous terre, à l'abri de la lumière. Pour trouver un partenaire ainsi qu'un site idéal pour fonder leur colonie, les termites sexués doivent s'aventurer à l'air libre, ce qu'ils font le plus souvent la nuit. C'est la phase la plus périlleuse de leur vie. Les paysans apprécient les terres autour des termitières parce qu'elles sont plus fertiles. « 8500 km plus à l'est, sur l'île de Bornéo,
les termites profitent d'un climat idéal. La forêt tropicale est très humide et très chaude. Elle offre en permanence de l'ombre. Certains spécialistes pensent que les termites sont apparus dans ce type d'habitat. L'art de vivre de ces termites diffère de celui de leurs congénères africains. Ils ne doivent pas vivre sous terre ni creuser en profondeur pour trouver de l'eau. Ils installent leur nid dans des troncs creux. Contrairement aux termites de bois sec d'Amérique, ces termites asiatiques ne consomment pas le bois dans lequel ils vivent. En revanche, tous les 10 jours, ils partent en expédition pour trouver de la nourriture. Des éclaireurs ont découvert de quoi manger. Ils ont même balisé un itinéraire praticable à travers la végétation sauvage. Ils tracent ce chemin en l'imprégnant d'une phéromone produite par une glande logée sur le sternum. Cette espèce est protégée des rayons ardents du soleil par une carapace sombre plus robuste que celle des termites africains. Les termites moissonneurs récoltent le lichen qui couvre l'écorce de cet arbre. Ce dernier se trouve à 100 mètres de leur nid, ce qui pour nous reviendrait à nous frayer un chemin à travers 15 km de végétation dense. Les moissonneurs sont de jeunes termites équipés de pièces buccales réduites, mais très acérées. Ils se contentent de moissonner. Ils ne mangent rien sur place. Les ouvriers broutent, arrachent et récupèrent un maximum de lichen à un tempo effréné. Toute cette armée suit un plan très précis. En moins d'une demi-heure, les termites ont récolté tout le lichen de cet arbre. Il est temps de transmettre la récolte aux ouvriers porteurs. Ce travail d'équipe s'est peaufiné depuis 100 millions d'années. Le termite porteur attend d'être chargé au maximum. Ensuite, il se met en route. Les termites moissonneurs et porteurs savent quand ils doivent regagner le nid. Mais il y a toujours des retardataires ou d'autres qui se laissent tenter. Les termites ne résistent pas à la substance blanche qui borde le sommet de l'urne des Népenthes. Ils en raffolent plus que du lichen. Mais il y a un souci. Le bord des urnes est glissant comme une patinoire. Une seule plante carnivore pourvue de plusieurs urnes peut ainsi piéger des milliers de termites. Les victimes sont lentement digérées par les sucs digestifs. Les termites qui ne se sont pas laissés séduire par le délicieux nectar des plantes carnivores retournent au nid. Ensemble, ils ont récolté un demi-kilo de lichen. Une quantité qui suffira pour nourrir la colonie durant 10 jours. Une organisation parfaite, sans le moindre organisateur. S'aventurer à l'extérieur n'est pas sans danger. Les termites craignent surtout la sécheresse et la chaleur. Les termites accélèrent le pas quand ils franchissent une zone ensoleillée. Les trous dans la canopée représentent un risque pour ces insectes et la déforestation est une catastrophe pour eux. La carapace de chitine des termites est moins dure que celle des fourmis. S'ils restent trop longtemps au soleil, les termites peuvent même cuire sur place. Dès qu'un rayon de soleil touche le sol, les termites se précipitent aux abris.
On court à toute vitesse jusqu'au nid salvateur. Les termites partent en quête de nourriture, de préférence aux petites heures du matin ou en fin d'après-midi quand le soleil est moins fort. La brume et la pluie fraîche sont également nuisibles pour leurs minces carapaces. Dès que les nuages de pluie se sont dissipés, les termites reprennent leur marche. L'expédition s'est bien passée. La colonne n'a pas été attaquée par des ennemis. Et les plantes carnivores ont infligé des pertes réduites. Après leur retour, les termites se consacrent 10 jours entiers à la transformation de la récolte et aux soins des œufs et des larves. Retour en Amérique, à la maison infestée de termites. Les insectes xylophages sont empoisonnés, gazés et brûlés. Mais il y a un petit problème. Même si une bâtisse est totalement débarrassée des petits envahisseurs, juste à côté, dans la cour arrière, une nouvelle génération de termites lance une seconde vague de colonisation. Dans cette guerre, les termites sont supérieurs en nombre. En Afrique de l'Est, la situation est la même, mais les termites ne sont pas considérés comme un fléau. Ce gigantesque nid en forme de haute cheminée symbolise leur statut. Ici, ce sont les termites qui dominent. À l'échelle humaine, cette tour atteindrait 1700 mètres de hauteur. Les termites doivent construire en hauteur pour assurer le bon fonctionnement du système d'aération. Plus les arbres proches d'une termitière sont hauts, plus la termitière sera haute. C'est très impressionnant, tu ne trouves pas? Joe et Reinhardt font une expédition nocturne pour observer la façon dont une jeune colonie entame la construction d'une termitière en forme de cheminée. Ce monticule est encore en chantier. Les scientifiques doivent se contenter d'une lumière faible pour ne pas faire fuir les termites. Pour observer l'activité à l'intérieur de la colonie, ils utilisent une caméra à infrarouge. Des dizaines de milliers de termites remontent de l'argile et de l'eau des profondeurs du sol. Tels des mineurs, ils creusent inlassablement la terre en quête de matériaux de construction. À long terme, les minéraux remontés à la surface enrichissent la terre. Les termites emmagasinent suffisamment d'eau dans leur corps pour fabriquer le mortier dont est constituée la termitière. Pour trouver de l'eau dans ce désert aride, les termites doivent creuser des galeries jusqu'à 60 mètres de profondeur pour atteindre la nappe phréatique. Les termites travaillent à un rythme effréné, mais sans jamais se désorganiser. Ils ne font jamais de pause. La cheminée grandit de seconde en seconde.
La cheminée vit aussi. Elle respire, mange et digère comme un immense animal. La comparaison avec un animal convient à merveille. Le souffle d'une colonie de termites est presque aussi chaud que celui d'un mammifère. Il contient du gaz carbonique et du méthane. Enrichi d'humidité, ce souffle reflète le climat qui règne à l'intérieur de l'édifice. Lorsqu'une averse rafraîchit l'air, le puits d'aération dégage de la vapeur. Au lever du jour, la cheminée a gagné 50 cm de hauteur. Mais le travail est loin d'être achevé. Plus tard, les termites colmateront les petites brèches. Pour maintenir une température de 30 degrés et un taux d'humidité de 100% dans la chambre de la reine, le flux de l'air doit être régulé avec précision. Le monticule vit, il respire. Joe Darlington a découvert que le système d'aération diffère d'une termitière à l'autre. Les systèmes d'aération ne sont pas les mêmes. Les différentes espèces de termites ont chacune mis au point des systèmes de ventilation particuliers. Cette cheminée rejette beaucoup de vapeur. Celle-ci également, et celle-là aussi. L'aspect le plus important, c'est la différence de hauteur entre les cheminées les plus hautes et les plus basses. Comme le vent est plus fort en hauteur, les cheminées supérieures aspirent de l'air vers les cheminées inférieures. L'air circule ainsi à travers toute la termitière. Sans ce système de climatisation, les termites ne pourraient pas vivre dans cet environnement sec et aride. Ces cheminées ne servent pas seulement à réguler la température. Elles permettent aussi d'évacuer le gaz carbonique et le méthane. Joe et Reinhardt concentrent leurs études sur les termitières disposant d'une cheminée unique. Ils peuvent ainsi mesurer la quantité exacte de gaz rejeté à l'air libre. Le résultat leur permet d'évaluer le nombre de termites que compte une colonie. Joe et Reinhardt se basent aussi sur la forme d'une termitière pour évaluer le nombre de termites qui ont participé à sa construction. En comparant ce nombre avec les quantités de gaz rejetées à l'air libre, ils pourraient calculer la quantité de gaz à effet de serre, dont surtout du méthane rejeté par les termites dans l'atmosphère. Il se peut que les termites jouent un rôle prépondérant dans le réchauffement climatique au niveau planétaire. Mais les deux chercheurs manquent de données pour mener à bien cette étude. Nous n'avons aucun moyen d'évaluer de façon réaliste la biomasse des termites dans un lieu donné. Nous savons combien de méthane rejette une colonie selon sa taille, mais nous ignorons la biomasse des termites dans cette région. Il est clair que les termites contribuent au réchauffement climatique mondial, mais nous ignorons à quelle ampleur. Pour les vaches, il est plus facile d'obtenir des chiffres réalistes. Les termites et les vaches produisent tous deux du méthane du fait de la digestion. Nous savons que les termites sont extrêmement nombreux. Mais contrairement aux vaches, nous n'avons pas les moyens de calculer leur biomasse. Nous devons donc nous dépêcher de les étudier plus à fond. Joe et Reinhardt creusent jusqu'à la base de la termitière pour mettre au jour les galeries. Les benjamins de la crèche sont les derniers à se mettre à l'abri. Les biologistes redeviennent des archéologues. Les sujets vivants de leurs études s'évanouissent sous leurs yeux. Pendant que Joe et Reinhardt étudient de près cette colonie au Kenya, une autre colonie de termites passe quasiment inaperçue. Seules les oreilles plus sensibles d'un enfant perçoivent des signes de l'intrusion.
qu'il est intrigué par des grattements dans les murs. You're welcome. Want some more shoes? Yes. Here. Some more. I heard like this noise last night. Le lendemain, Danny ne peut s'empêcher de parler de ces bruits nocturnes à ses parents. Mais il a beau affirmer qu'un truc bizarre se produit dans les murs de la maison, personne ne veut le croire. On se moque de lui en disant qu'il a dû rêver. Sure you weren't dreaming? Yeah, I'm sure. Danny n'a pas du tout rêvé. La réalité relève même du cauchemar. Le perfectionnisme de Rose est une bénédiction. Une femme de ménage qui travaille aussi consciencieusement est une perle rare. Malheureusement, ici, Rose détruit des indices. Les termites de bois sec ne connaissent qu'un seul proverbe. Ma maison est aussi mon repas. Ici, pas d'expédition vers des sites de nourrissage lointains, à la merci des ennemis. Se nourrir de sa propre maison est bien plus efficace et plus sûr. Les termites sont implacables. D'année en année, ils infligent plus de dégâts que les ouragans, les inondations et les incendies réunis. La nouvelle génération s'apprête à quitter la colonie pour se reproduire ailleurs. Les ailes des termites sexués commencent à pousser. Dans quelques jours, ils seront des milliers à sortir à l'air libre, où ils formeront des couples avant de s'envoler dans toutes les directions pour fonder de nouvelles colonies. Dans les zones tropicales, la biomasse des termites, c'est-à-dire leur poids total, doit être colossale. Aussi nombreux soient-ils, les petits insectes se repèrent difficilement dans l'ombre de la forêt vierge. Cette espèce de termite a trouvé un système ingénieux pour aplanir le sol inégal du plancher de la forêt. Pour franchir les espaces et les différences de hauteur entre les branches et les feuilles, ils construisent des ponts et des tunnels. Les ouvrages sont fabriqués avec la terre environnante. Voilà à quoi ressemble le béton des termites. En facilitant l'accès aux sites de nourrissage, les termites économisent du temps et de l'énergie. Une autoroute à l'heure de pointe. Elle permet aux termites de franchir sans encombre un terrain fortement accidenté. Les phéromones qui balisent le chemin sont aussi efficaces pour gérer la circulation que les panneaux et des feux de signalisation. Les tunnels sont pourvus de 2 galeries à sens unique pour chaque direction. Ces termites asiatiques disposent d'une caste de soldats chargés de surveiller en permanence le chemin. Ils ont un odorat très développé et sont équipés d'une arme chimique sur la tête.
Leurs antennes scannent les environs à l'affût de nombreux prédateurs qui peuplent la forêt vierge. Plus on se rapproche du nid, plus le chemin et les tunnels s'élargissent. Rien ne peut arrêter leur progression. Ces ouvriers découpent des feuilles sèches. En pourrissant, elles fertilisent la terre et profitent à de nouvelles plantes. Les termites produisent d'immenses quantités de compost, aussi bien dans les forêts tropicales que dans les savanes les plus arides. Découper les feuilles en petits fragments n'est pas une mince affaire. Spécialisés dans le traitement des feuilles, ces termites mettent 2 heures pour réduire une seule feuille en morceaux. Malgré nos maigres connaissances sur les termites, ces images montrent le rôle déterminant qu'ils jouent dans les écosystèmes où ils vivent. Les scientifiques estiment qu'il est primordial de protéger les termites et qu'il faut mettre fin à leur destruction systématique. Depuis 150 millions d'années qu'elles existent, les différentes espèces de termites ont développé les techniques les plus variées pour recycler les matières végétales mortes. C'est aussi la raison principale de leur formidable succès. Leur système social est un modèle de perfection. Il facilite leur emprise sur leur environnement. Mais ici, dans la jungle de Bornéo, les termites sont à la merci des prédateurs. Comme celui-ci, caché dans les feuilles sèches et qui ressemble à un reptile. Quand il s'étire, on pourrait le confondre avec un tatou. Toutefois, un seul point commun avec le tatou, c'est qu'il s'agit d'un mammifère et non d'un reptile. C'est un pangolin. Le pangolin éventre les termitières à l'aide de ses griffes acérées et capture les termites en y introduisant sa longue langue gluante. Mais aujourd'hui, les termites ont de la chance. Le pangolin a jeté son dévolu sur une colonie de fourmis. Ces soldats sont à l'affût d'un autre prédateur. Ils ne peuvent pas le voir. Ils peuvent uniquement le sentir. Une troupe de fourmis tisserandes s'approche en douce de la termitière. Les éclaireurs ont préparé une embuscade. L'unité de choc des fourmis s'approche du chemin construit par les termites. Elles évaluent d'abord le relief du terrain. Les ouvriers de la colonie des termites sont trop affairés pour repérer le danger.
Les soldats, en revanche, flairent l'ennemi, mais ils ne peuvent pas quitter leur ligne de défense. Les fourmis prennent leur temps. Elles cherchent une brèche dans la défense de leur proie. Faute d'en trouver une, elles optent pour une attaque frontale. Bien qu'aveugles, les termites ne sont pas sans défense. Le tireur d'élite asperge la tête de son adversaire. La fourmi tente en vain de se débarrasser de l'acide qui la brûle. Les termites lancent la contre-attaque. Les soldats aspergent toutes les fourmis qui s'approchent. Peu de fourmis réussissent à battre en retraite avec une proie. Grâce à leur arme chimique, les soldats termites ont repoussé l'envahisseur. En Afrique, au beau milieu de la savane, une autre armée de fourmis est en vadrouille. Cette fois, ce n'est pas une escarmouche, mais une bataille en règle qui se prépare. Leur aide est rapide et précis. Il est initié par un seul éclaireur. Les fourmis forment 3 colonnes d'assaut de 2 mètres de longueur. Ces fourmis sont très belliqueuses et leur flair est infaillible. Leur seul objectif est la chasse aux termites. Le termite est condamné. Les termites des savanes ne disposent pas d'une arme chimique. Bien qu'ils soient plus massifs et armés de grosses pinces, quand ils sont isolés, ils succombent sous le nombre d'assaillants. Les fourmis découpent leurs victimes en morceaux avant de battre en retraite et de regagner leur nid. La biologiste Jo Darlington a eu l'occasion d'observer plusieurs de ces attaques. Elle est fascinée par le fait que ces deux espèces aient autant de différences que de similarités. Les fourmis et les termites sont des insectes terrestres très performants. Nous pensons qu'il s'agit des 2 premières espèces d'insectes sociaux, mais les fossiles sont extrêmement rares. Même si les 2 espèces ne sont pas apparentées, elles ont beaucoup de points communs. C'est un excellent exemple d'évolution convergente. 2 espèces différentes, confrontées aux mêmes défis, ont trouvé des solutions similaires. Jo poursuit sa mission, qui consiste à évaluer au plus juste la biomasse des termites dans la savane. Elle prend les mesures de toutes les termitières situées à l'intérieur d'un périmètre défini. Ici, 2 espèces de termites vivent l'une à côté de l'autre. L'une d'elles, du genre Trinaire viterme, est totalement invisible le jour.
Ces termites remontent uniquement à la surface à la nuit tombée pour se nourrir. Les entrées de leur galerie ne sont pas faciles à localiser. Ils se dispersent dans la savane pour récolter des végétaux morts. Ils peuvent traîner des masses bien supérieures à leur propre poids. Le sol est percé d'une multitude d'entrées qui sont colmatées le jour. Les galeries forment un réseau tout autour du nid des termites. Les galeries s'étendent jusqu'à 35 mètres du nid. Leur réseau est dense, sa longueur totale peut atteindre 6 km. Les termites découpent en morceaux des tiges et des feuilles mortes. Ce recyclage profite aux humains et à la faune, car il diminue les risques d'incendie spontané durant la saison sèche. Les termites ne se nourrissent pas avant d'avoir réintégré leur nid. Comme ses congénères américaines, cette espèce africaine est capable de digérer la cellulose. D'autres espèces expulsent la cellulose après l'avoir mastiquée pour y cultiver des champignons. Comme ces termites qui bâtissent un monticule. Ces femmes Maasai n'ont jamais vu l'intérieur d'une termitière. Reinhardt a installé une petite vitre. Il peut ainsi observer la culture des champignons. Les termites cultivent des champignons dans cette cellule. Cette structure à ramification est la meule. Elle est composée d'un substrat à base de bois prédigéré dans lequel les champignons microscopiques se propagent. Ces petits bourgeons sont des agrégats produits par les champignons. Les champignons achèvent la digestion de la cellulose en la transformant en une substance sucrée que les ouvriers prélèvent pour se nourrir et nourrir tous les membres de la termitière. Ce champignon assure ainsi la subsistance d'une espèce de termite. Mais pour le cultiver, les termites doivent maintenir une température et un taux d'humidité très précis. Ces femmes Maasai sont fascinées de découvrir la vie secrète de ces animaux qui fertilisent les terres de la région. En revanche, pour la famille américaine dont la maison est envahie par les termites, un bon termite est un termite mort. Les propriétaires sont obligés de faire appel à des terminateurs d'insectes nuisibles. Leur maison est entièrement enfumée avec du gaz toxique. Les systèmes de climatisation dans les maisons individuelles et dans des villes entières ont détourné les termites de leur aire de répartition naturelle. Ils se sont répandus à travers tous les États-Unis et dans plusieurs régions d'Europe et d'Australie. Leur élimination génère un chiffre d'affaires s'élevant à des dizaines de millions d'euros. Mais le succès de l'opération n'est jamais garanti. Au Kenya, Joe et Reinhardt se rapprochent toujours plus de la chambre de la reine, le lieu le plus secret d'une termitière. Ils choisissent un monticule facile d'accès. Il y a de l'ombre ici. Ils extraient la chambre royale de la termitière. Le défi consiste à l'ouvrir sans menacer la colonie. La chambre est posée avec précaution à l'envers. Où est le soldat? Tu l'as? Ah non, il a dû tomber. Joe et Reinhardt attendent ce moment depuis de longues années. Mais ils doivent agir avec prudence. Si les soldats de la garde paniquent,
ils tueront la reine. La reine doit être dans la voûte du toit. Je vais vérifier en bas. Les grands soldats s'activent. La situation est normale, je pense. C'est rare quand ils deviennent agressifs et qu'ils tuent la reine. Le moment de vérité. Surprise, il n'y a pas qu'une reine, il y en a 3. Le roi, qui ne mesure guère plus d'1 centimètre, féconde sa reine durant toute sa vie, qui peut durer 30 ans. Joe et Reinhardt ne s'attendaient pas à découvrir 3 reines et 3 rois. Ils doivent agir vite. Reinhardt est venu dans la savane avec un laboratoire complet. Son but est de recueillir une reine et son roi, ainsi que des ouvriers et le couvain, pour les installer dans une chambre artificielle sans troubler leur comportement naturel. Les galeries qui relient la chambre artificielle avec le nid sont imprégnées de phéromones afin que les ouvriers continuent à prendre soin de la reine. Au moins, il n'y a pas de grands soldats à l'intérieur. C'est le plus important. Les 2 autres reines retournent avec leurs rois respectifs dans le nid. Le plus horizontal, le plus droit possible. Ne tasse pas trop la terre pour ne pas écraser les termites. Grâce aux interstices, ils pourront réintégrer leur nid. Les chercheurs ont tenté durant des années d'isoler une reine du nid, mais sans succès. C'est la première fois que la reine d'une termitière est filmée dans une chambre royale. Ça, c'est le roi. La chambre doit être le plus rapidement protégée de la chaleur et de la lumière. No, these we have to select first. I cover it first. This is. Les galeries artificielles sont reliées avec la vraie chambre royale au cœur de cette termitière. L'opération est délicate. Ils doivent éviter de faire paniquer les soldats et les ouvriers. Bien. Remettez les pierres là-bas, s'il vous plaît. À présent, il faut attendre. Reinhardt espère que la reine se remettra à pondre et que les ouvriers recommenceront à la nourrir et à prendre soin des œufs et des larves. Malgré leur expérience avec les termites, Joe et Reinhardt ont besoin d'un coup de pouce du destin pour mener à bien cette expérience. La reine et les ouvriers ne semblent pas particulièrement troublés par le déménagement. Les ouvriers couvent la reine de 1000 soins, comme auparavant. La reine pond inlassablement des œufs, des centaines par minute, 24 heures sur 24. Tous les œufs sont identiques. C'est la nourriture servie aux larves qui en font des ouvriers ou des soldats. Que ce soit dans la savane ou dans une ville, il est crucial de s'intéresser au sort des termites.
Où qu'on vive, il est vivement conseillé d'inspecter sa maison. Et d'être plus attentif aux bruits suspects. Pour prévenir une éventuelle catastrophe.